Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon. Tous nos vœux pour cette année 2020. On se retrouve évidemment pour USB Foot en partenariat avec nos confrères de France Bleu Maine, France Bleu Mayenne et France Bleu Loire-Océan, ainsi que la Ligue régionale de foot des Pays de la Loire. On va évidemment revenir sur ce qui s'est passé sur cette fin d'année 2019, sur ce début 2020 avec le mercato qui a commencé pour Angers, pour Nantes en Ligue 1, pour Le Mans en Ligue 2, pour également Cholet et Laval du côté du National. Mais on va parler également de la Nationale 3 aujourd'hui sur ce plateau du USB Foot. Et on va en parler avec notre invité du jour qui a fait les grandes heures du MUC 72 notamment, mais pas seulement, on va le voir. L'entraîneur de Sablé-sur-Sarthe, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Pédémas. Salut Olivier. Merci d'avoir fait ce long déplacement parce que je l'ai fait il y a quelques temps pour aller vous voir notamment en Coupe de France. Très sympa d'être venu sur ce plateau du USB Foot pour parler à la fois de Sablé-sur-Sarthe, mais également pour parler d'Olivier Pédémas parce que on vous connaît bien évidemment, tous ceux qui ont suivi votre carrière vous connaissent, mais vous avez aussi une longue carrière à la fois dans les Pays de la Loire, mais également à l'extérieur. D'abord, un petit mot. La déception, j'imagine, sur cette élimination en Coupe de France, ça c'était le plus frais. Oui, une grosse déception, mais bon, c'est un match de foot. Je pense qu'on a réussi ce match. Comme je dis toujours à mes joueurs, gagner ou perdre, il faut bien réussir les deux. Et là, en l'occurrence, on l'a bien réussi ce match-là. Et il manquait qu'un petit coup du sort du destin pour passer au penalty. Mais vraiment très fier de la performance de mes joueurs. Allez, on va revenir tout à l'heure justement sur cette Coupe de France. Ce que je vois, c'est que vous n'avez pas dérogé à la règle avec le maillot, vous n'avez pas oublié. Allez le chercher parce que franchement, c'est pas pour vous passer la brosse à luire, mais il est superbe et on n'en avait jamais eu du vert comme ça. Alors c'est quoi ? C'est un collector. Oui. En fait, c'est mon premier maillot, ma première sélection en équipe de France. Voilà, c'est un peu ce maillot, j'y tiens parce que c'est un peu ce qui a déclenché un peu la suite de ma carrière. C'était en quelle année ? C'était en 82. D'accord, donc avec l'équipe des moins de 15, moins de... Là, c'était à l'époque, ça s'appelait les minimes. Ah oui, les minimes. Donc j'avais 14, j'allais faire 15 ans au mois d'août, et ça devait être au mois de juin. Alors on va bien le tourner pour bien le montrer à tout le monde, parce qu'il est superbe. Voilà. Ça fait quoi d'être sélectionné en équipe de France comme ça, à 14 ans là ? C'est une fierté, et puis mon père était gardien aussi, donc je me rappelle, le premier match, c'était en Belgique. Il avait fait le déplacement de Toulouse pour venir me voir, donc il était très content aussi, et voilà, après ça s'enchaîne, on commence les clubs pro commencent à s'intéresser à vous, et puis tout s'enchaîne très vite, et puis on se retrouve dans le centre de formation, et puis voilà, la carrière reprend, donc voilà. Un nouvel essai, on va regarder le numéro avant de le remettre quand même, c'était le numéro 16. C'est ça. Alors à l'époque, est-ce que c'était toujours comme maintenant ? Non, on nous donnait un numéro, et puis après, voilà. On choisissait pas en tout cas. J'avais le 1 et le 16. Le 1 et le 16, voilà. Et on était surtout content d'être en équipe de France parce que c'était une sacrée fierté. Exactement. Quel que soit l'âge qu'on avait. Bon, on va pas vous le demander de nous le laisser parce que... vous le remettez là-bas, vous l'oubliez pas parce que nous, autrement, on le garde, on le met avec notre collection. Super bien mis en plus. Ouais. Impeccable temps pour moi. Justement, de montrer un petit peu, on parlait de la carrière, du CV déjà, puisqu'il y a à la fois un CV de joueur, on va le voir, pour vous, donc, qui êtes né en 1968, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Du côté de Bagnères de Luchon. C'est ça. C'est ça, c'est d'où l'accent. Un petit village à côté de Luchon. À côté de Luchon. D'où l'accent qui a perduré, qui est resté, c'est très joli. Gardien de but, on le voit, les débuts à Toulouse, formé là-bas ? Début à la Jeune Entente Toulousaine, un club de quartier banlieue toulousaine. Et puis j'ai intégré le centre de formation au TFC en 84. Donc j'y suis resté 5 ans. Et puis après j'ai signé mon premier contrat pro avec Toulouse. Avec Toulouse, on le voit, avec aussi un départ du côté du Mans, puisque Toulouse, vous allez y rester jusqu'en 93. Et puis là, départ vers le Mans, qu'est-ce qui vous incite à partir du côté de la Sarthe ? Entre-temps, j'ai été prêté une année à Rodez. Oui, c'est ce qui s'était passé aussi. Il y avait Fabien Barthès qui était, quand je suis parti à Rodez, lui, il a pris la place de Hugues à Toulouse. Moi, je reviens de Rodez, Barthès est acheté par Marseille. Moi, je passe titulaire à Toulouse. D'accord, dans le jeu des chaises musicales qui est... Voilà. Et puis, mi-saison, je me suis fait une rupture du tendon rotulien. Donc là, pas de recul. Et après, on me proposait un poste de doublure. En total, ils avaient pris Alain Casanova pour me remplacer. Du côté de Toulouse, qui lui avait fait le travail. Donc, pas pourquoi. Il me reproposait un poste de doublure. Moi, je voulais jouer. Donc, je me suis mis en quête de trouver un club pour me relancer. Et j'ai trouvé Le Mans.
Donc Et vous voilà. avez trouvé le moment. On va justement regarder une petite photo. C'était à Toulouse, lors de votre séjour du côté de Toulouse. Ça, c'était juste avant la signature du contrat pro. On voit avec les couleurs du TFC. Et puis, bah oui, on le dit, la Coupe Mulet. La Coupe Mulet, magnifique. La Coupe Mulet, quand même, qu'avait quasiment tous les joueurs à cette époque-là. Ouais. Hein, il fallait l'avoir, ça c'était la mode. Et puis on va regarder également quelques images, puisque vous parliez à l'instant du Mans sur votre arrivée. On a les images de l'époque. Vous êtes présenté à la presse, et notamment à France 3 Sarthe et à nos amis donc, de Thierry Fourmy et consorts. Et voilà, 25 ans à l'époque. J'étais leste, hein. J'étais Bel homme. bel homme. Hein, ça, et là- c'est vous qui le dites. Et là, voilà, on signe vraiment, on sort un petit peu de son cocon quand on arrive comme ça. Parce que vous étiez allé à Rodez, mais c'était pas très loin, Oui, finalement. c'était pas très Toulouse. loin. Plus ma femme était ruténoise, donc c'est à côté, quoi. Mais là, oui, je souhaitais partir loin parce que Il fallait changer un peu voilà, ses habitudes. Il fallait tout changer et puis repartir. Et puis mon objectif, c'était de vite retrouver la Ligue 1. Et puis finalement, j'ai retrouvé la dernière saison lors de la montée. L'AD1, effectivement, avec Le Mans. On va regarder une photo quand même dans le but, puisque on vous a vu là arriver au Mans, mais voilà, vous avez effectivement avec ce fameux maillot du MUC 72 et le sponsor de l'époque, mais qui doit... Non, il est plus sur le maillot loué. Mais en tout cas, ça a été très longtemps la signature du MUC 72. Le Mans, vous y restez pendant quasiment 10 ans en tant que joueur. Mais vous allez également rester dans le staff, dans l'encadrement, on va le voir, avec des entraîneurs qui auront aussi fait leur bout de chemin. On pense à Rudy Garcia. Rudy Garcia, il y a eu après Paolo Duarte, il y a eu Frédéric Hans, et puis il y a eu Bertucci pendant un moment qui a pris Daniel Jean Dupeux. Tous ces gens-là, ils vous ont façonné aussi à un moment donné, ou d'être dans un staff, d'être en... Ah oui, on apprend de chaque entraîneur et puis on retient ce qu'il y a de meilleur, ce qui nous a intéressé d'eux. Et puis voilà, et puis on s'en sert bien évidemment. Lequel vous a le plus marqué au Mans, lorsque vous avez côtoyé tous ces gens-là? Ils ont tous leur personnalité. Oui, Après, on imagine, mais il y en a peut-être un qui se dégage parce qu'il vous a apporté un truc un peu... Non, moi je les ai tous bien aimés, il n'y a pas de souci. Ils avaient tous leurs qualités, leurs défauts. Allez, je dirais peut-être Rudy, parce qu'il... Rudy Garcia. Il est un peu comme moi, il essaye de tirer, que le groupe devienne autonome et et ça c'est important, donc j'ai un peu la même philosophie que lui. Donc voilà, juste pour ça, je pense que je me rapproche plus de lui. Effectivement. Et puis 2012, c'est le départ... Non, 2012, qu'est-ce que je dis? 2015 2015. 2015, c'est le départ avec cet homme, on va le voir. 2012. 2012, non, c'est bien ça. Au début, je me suis, Moi aussi, je me suis un petit peu trompé. Avec cet homme, Sabri Lamouchi. C'est ça. Vous l'avez connu avant. Là, c'est pour le départ avec la Côte d'Ivoire. Hein. Vous étiez avec la sélection ivoirienne. Non, Comment ça s'est fait? Le club du Mans commençait un peu à battre de l'aile. Voilà, moi, je re-signais. Mais bon, à un moment donné, j'étais dans le bureau d'Henri Le Garda à l'époque, le président du Mans. Bon, la proposition ne me convenait pas trop. Donc je suis levé, je suis parti quoi. Et... Fâché ou... Non, pas fâché. Non, mais parce que vous vouliez... J'acceptais pas la proposition. Donc je me suis dit, je vais partir, je vais essayer d'aller voir d'autres... Et puis juste, je rentre chez moi, le lendemain, je reçois un coup de fil de Sabri. Lamouchi, que vous connaissiez? Lamouchi que je connaissais pas. J'avais joué contre lui en tant que... Voilà, quand il était joueur. Voilà, on avait joué l'un contre l'autre. Et qui me propose de venir avec lui dans l'aventure... avec la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Il me dit, tu as le week-end pour réfléchir et puis tu me donnes une réponse lundi. Voilà, bon, entre-temps, le Mans, ils ont essayé de me récupérer, mais bon, c'était trop tard. Et puis l'aventure vous plaisait aussi? Puis l'aventure me plaisait, avec des grands joueurs. Donc quand on côtoie des grands joueurs, on apprend toujours. Évidemment, on apprend des grands joueurs. Une grosse personnalité, Sabri Lamouchi, donc voilà, plein de curiosité, et puis voilà, puis je suis parti. Voilà, qui actuellement, on peut le dire, à Nottingham Forest en Championship et qui sont bien classés d'ailleurs les Anglais avec Sabri Lamouchi, peut-être amenés à jouer en Première Ligue la saison prochaine. 5 ans avec Sabri Lamouchi, aux côtés de Sabri Lamouchi, à la fois avec la sélection ivoirienne, à la fois avec El Jaïch au Qatar. Au Qatar, ouais, c'est ça. Et puis 2017, vous décidez de prendre votre envol seul? Non. Ou comment ça se passe? Non, parce que Sabri a signé, voilà, on est resté 6 mois au chômage, et puis Sabri a signé à Rennes. Il a eu droit à prendre que deux membres du staff. Donc il a amené le préparateur physique et son adjoint.
Donc nous, Et moi, pas possibilité d'entraîneur des gardiens. Et puis le manager team aussi, donc on était 6. Et donc voilà, et moi je suis resté une année comme ça, un peu en stand-by. L'année d'après, si j'ai failli repartir au Qatar avec Christian Gourcuff. Les conditions ne me convenaient pas, donc je suis resté en Sarthe. Et puis au mois de juin, après, là, voilà, je me suis dit à un moment donné, il faut faire quelque chose. Donc voilà, et puis j'ai eu une proposition de Luzenac, voilà, qui m'a appelé. Et comme c'est juste à côté de chez moi. Oui, vous connaissiez bien l'endroit. Voilà, et puis toute ma carrière, j'ai pas beaucoup vu ma mère, mes frères, toute la famille était éloignée. Et était à l'étranger souvent, donc j'en ai profité pour passer une année, apprendre un peu mon métier d'entraîneur numéro 1 et passer une année à Luzenac. Près de ma famille. Voilà. Près de la famille à Luzenac, effectivement, avec une 3e ou 4e place à la clé en R1. 3e place. 7e tour, perdu contre Rodez en Coupe de France. En Coupe de France, effectivement. Et puis avant, justement, d'aborder votre nouveau club, il y a la signature, on va le voir, à Sablé-sur-Sarthe. Ça, c'était l'été dernier, l'intersaison dernière. Là aussi, vous décidez de vous rapprocher. Pas avantageuse. Ouais, alors je sais pas qui l'a prise. En tout cas, c'est bien avec les dirigeants de Sablé, on est bien d'accord, puisque c'est le président, qui est là à vos côtés. C'était à l'été, on voit bien, tout le monde est en short, t-shirt. Là aussi, la famille, important. Vous retournez auprès, notamment de votre fille, qui est il s'avérait que j'étais en contact avec Sablé et patatras, il y a Sabri qui m'appelle pour partir à Nottingham. Voilà, encore une fois, tu as la soirée pour réfléchir et me donner la réponse. Voilà, et puis les conditions. Moi, je voulais me rapprocher de ma famille. Ma fille, je ne l'ai pas vue beaucoup pendant votre carrière. 5 ans. Donc, l'année du bac, voilà, je me suis dit, il faut qu'à un moment donné, il faut pas. Mon épouse aussi, il faut que je sois là près d'eux et moi aussi, ça me pesait aussi d'être loin d'eux. Donc j'ai pris la décision de rester à Sablé. Le projet me plaisait, un projet ambitieux, donc avec des dirigeants. Avec justement, plein de détails dans ce projet. On va regarder, on en parle tout de suite. Sablé-sur-Sarthe, c'est parti. En pleine lumière, oui, parce qu'il y a à la fois le championnat, mais il y a eu aussi la Coupe de France. On le sait bien, d'ailleurs, on va voir une petite photo de Coupe de France. Ça, c'était juste après votre premier exploit contre Concarneau. C'était dans les vestiaires, après la victoire contre le club de national de Concarneau, coaché par un certain Benoît Coët également. Ça, c'était évidemment la joie, ça s'était bien passé. Vous aviez d'ailleurs dominé cette équipe de Concarneau. Comme ça a été le cas, on va le voir aussi sur le tour des 32e de finale. On va regarder ensemble le match. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette première période avec les 2 buts palois, avec une domination paloise. En tout cas pour nous, penalty, oui, ça peut siffler, c'est ce que disait votre capitaine. Il n'y a pas non plus à crier au scandale. C'est plutôt après, parce que là il y a la réaction des vôtres avec cette réduction du score à 2-1, puis le 2 buts partout avec la tête, là c'est le 2-1, la tête de votre capitaine. A été refusé, Le premier avait été refusé, puis le penalty tiré pour l'égalisation de 2 buts partout. Il y aura surtout un but donc refusé pour un hors-jeu un peu inévident, un peu vraiment pas évident. Et puis également, effectivement, ce but refusé pour une main. Enfin, il y avait une main dans la surface et il n'y a pas eu de penalty. Oui, apparemment, les images d'Eurosport montrent, moi j'ai pas revu encore, j'ai la clé, mais j'attends un peu pour le revoir. Le but était valable, il n'y avait pas hors-jeu, et puis qu'il y avait vraiment un penalty, quoi. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Nous, on l'a regardé aussi, honnêtement, il y avait effectivement penalty, il n'y avait pas de hors-jeu sur le but. Voilà, donc si on marque plus tôt, on peut aussi... Voilà, donc à un moment donné, je me suis un peu énervé sur le banc aussi parce que j'ai pris un carton jaune, parce que j'ai demandé qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse pour égaliser, quoi. Donc voilà, après, c'est des faits de jeu. Nous, on est revenus avec l'esprit, c'est ce qui est le plus important. Et puis voilà, il a manqué un petit chouïa de chance. Un petit chouïa de chance, effectivement. On va finir par le tirage au sort. Malheureusement, vous n'y êtes pas. Il reste simplement 2 équipes, les 2 équipes professionnelles. En l'occurrence, Nantes qui accueillera Lyon. Ce sera le samedi 18 janvier à 20h55. Et puis, vous le voyez, le déplacement d'Angesco à Rouen, 19 janvier à 17h15. On va pas remettre le couteau dans la plaie. Le tirage au sort, vous l'avez regardé quand même ?
Même pas. Je l'ai pas regardé, j'ai vu... Pour Bordeaux. On m'a dit pour Bordeaux, mais ça veut rien dire. Bah non, parce qu'il aurait été différent le tirage au sort. Peut-être. Peut-être. Donc, on Sûrement. va pas refaire le match. En tout cas, ça a été un très beau match et on a vu 2000 spectateurs aux Anges aussi au niveau du club de Sablé-sur-Sarthe. On va regarder le classement de la Nationale 3 où vous figurez, puisque c'est plutôt pas mal. 3e, avec, on va dire 5 points de retard sur Châteaubriand qui est en tête. Papillet qui était là il y a pas si longtemps à votre place. Possibilité de la monter là. Ah oui, il y a La Roche qui joue un match en retard samedi contre Saumur. S'il gagne, il passe premier à 6 points. Mais 6 points, c'est rien. Avec la victoire à 3 points, ça va très très vite. En plus, on reçoit ces 2 équipes. Donc, on y croit encore. Les joueurs se sont fixés eux-mêmes l'objectif. Qu'ils ont signé. Et nous, on sait où on va aller. Et on va essayer de bien finir sur le podium. Bon, et on suivra effectivement la deuxième partie de saison de Sablé-sur-Sarthe de tous ces clubs des Pays de la Loire. En tout cas, nous, on s'est régalé à vous voir jouer, notamment la deuxième mi-temps. On en reparlait dans la voiture du retour et c'était très agréable. Pas de problème d'oreille ? Non. Allez, c'est parti, les supporters du stade, justement, à Émile-Lambert, qui ont donné de la voix. Et nous, on va... Non, alors, vous pouvez rester ici, tranquillement. Ce sera la fin, attention, pas griller les étapes. Ce sera la fin pour le petit quiz. En tout cas, nous, on va faire le tour, le zapping, le fameux zapping traditionnel du SB Foot. Il y en a qui se prennent pour des médiums. Il y en a d'autres qui essaient de faire leur vœu. Regardez, c'est plutôt drôle. Non. À tous les auditeurs, toutes les auditrices. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Sur la tête de ma mère que tu vas le faire parce que j'ai refusé, ils m'ont dit tout le monde. Eh ben si tu le fais pas, je le fais pas. Voilà, et j'ai décidé de le faire avec toi. C'est la famille. C'est bonne année, meilleurs vœux. Viens. Allez, vas-y. Viens. Ah ouais, je suis pas coupé, frère. On s'en fout. Hein? Bonne fête, bonne année, pas bonne fête. Vas-y, on s'en sors fout. de là. C'est bon? La question à laquelle je vous propose de répondre aujourd'hui, elle est un peu spéculative. Il y a des choses qu'on ne sait pas et c'est sûr qu'on va être surpris. Il y a des choses qu'on n'aura pas prévues et qui vont se passer. Mais on a un certain nombre d'éléments qui peuvent nous permettre un peu d'avoir l'intuition de comment se jouera le football dans les années 2020. En voici certains d'entre eux. Ce qu'on sait d'avance, c'est que le football va toujours dans le sens du gagnant. Une équipe qui gagne avec ses propres idées, elle a tendance à influencer toutes les autres équipes qui veulent copier la formule magique. L'équipe actuellement qui gagne avec des idées bien à elle, c'est le Liverpool de Jürgen Klopp. Bonne année, bonne santé, je souhaite tous mes vœux à tout le monde. Je souhaite o melhor para tous les supporters. Bonne année. Feliz ano novo para todos et uma boa entrada de ano. Nous vous souhaitons le meilleur pour 2020. Toute l'équipe du FC Nantes et moi-même vous présentent ses meilleurs vœux. Bonne et heureuse année 2020. On se voit tous très bientôt à la Beaujoire. En espérant vivre de grandes émotions cette nouvelle année à la Beaujoire. Ah, ils ont même le prompteur au FC Nantes, comme à la télé, c'est fabuleux. En tout cas, c'est sympa de voir tous ces garçons souhaiter les vœux. Alors, on va parler de football, mais on va parler surtout de Footnet. Maintenant, c'est la fameuse chronique de notre Ligue régionale de foot des Pays de la Loire. Il y a le ping-pong, puis le tennis de table, il y a le tennis-ballon, puis le Footnet. On va voir explication avec France-Suisse qui va avoir lieu ce week-end à Nantes. Ouais, c'est la 5e nation mondiale contre la 4e nation mondiale, donc on fait partie du Gotha mondial. C'est aussi l'occasion de se jauger à un niveau important pour l'équipe de France et puis pour les gars qui sont impatients d'en écoute. Les compétitions internationales, c'est souvent un moment très particulier pour nous. Là, ça a la chance d'être chez nous à Nantes, donc c'est vraiment une belle récompense pour un groupe qui vit bien. C'est vrai que c'est vraiment génial de jouer devant nos supporters, de montrer un peu notre niveau et jouer contre une très bonne équipe de Suisse. Avec, je crois, à terme, un enjeu important dans quelques années, non, ça, dans un an. Donc, ouais, les prochains championnats du monde, donc en 2020, qui seront à Prague, de novembre prochain. Donc là, sur le challenge, on va être une dizaine de joueurs en équipe de France. Donc après, il y aura entre 6 et 8 sélectionnés pour ces championnats. Donc forcément, on va tout donner pour essayer d'être pris, quoi. T'as envie d'y être, en tout cas, à Prague. Oui, clairement. Bah, j'ai loupé les derniers championnats, donc c'était un peu dur. Et là, vraiment, j'ai vraiment envie d'y retourner, surtout à Prague. Ça va être normalement un très bel événement.
Il faut être, vous l'avez vu, plutôt souple. D'ailleurs, il y a des Nantais qui seront en équipe de France des moins de 21 pour la prochaine Coupe du Monde. Chaque semaine, vous l'avez compris, nous sommes en compagnie d'un des acteurs forts du foot dans la région. Olivier, on vous garde encore quelques minutes puisqu'il va y avoir la prolongation sur les réseaux sociaux. USB Foot, vous l'avez compris, c'est votre rendez-vous tous les jeudis, tous les vendredis. Voilà, on a abordé avec notre invité Olivier Pédémas le club de Sablé-sur-Sarthe, votre carrière également de joueur, d'entraîneur. On va parler maintenant de la Ligue 1 que vous avez connue justement au début et en fin de carrière. À la fin, c'est sûr. Au début, à la fin, j'ai arrêté l'année d'après, moi. Voilà, et donc il y a eu l'arrêt de carrière juste derrière. On va regarder le classement de cette Ligue 1 ensemble. Vous la suivez un petit peu toujours ou pas? Oui, bien sûr. Oui, c'est quelque chose qui... Je suis le football. Hein. Et donc le haut de tableau, évidemment, on va voir que Nantes est 5e de ce classement de Ligue 1 avec 29 points. C'était juste à la trêve. Hein. Et puis Angers, juste derrière, un point derrière, puisque les Angevins avaient gagné le derby le 19 décembre à la Beaujoire. 2-1, c'était une grande première puisque les Angevins n'avaient pas gagné depuis 52 ans à la Beaujoire. On commence tout de suite par le FC Nantes. Ouais, c'était facile du 9 en attaque parce que c'est vrai qu'on va le voir avec cette image. L'attaquant et l'avant-centre principal du FC Nantes depuis le début de la saison et depuis le décès malheureusement d'Emiliano Sala, c'est Khalifa Koulibaly, le Malien, l'international malien, qui s'est blessé d'ailleurs au match de Coupe de France. C'était le week-end dernier. Et du coup, avec cette élongation, très certainement, il va être éloigné pendant peut-être un mois, élongation généralement. Vous êtes médecin aussi ou pas? 3 semaines facile. Ouais, 3 semaines facile. Donc... La cicatrisation? Non, ça dépend de la longueur de l'élongation. De la lésion à la cuisse. Donc le FC Nantes, évidemment, a réagi, puisque déjà, ça ne faisait pas pléthore d'attaquants du côté des Canaries. Et ils viennent de faire signer, en tout début de semaine, le Belge, l'attaquant belge du Standard de Liège, on va le voir, c'est Renaud Hémon, qui est là, capitaine d'ailleurs, on va dire les 2 tiers du temps dans son équipe du Standard de Liège. 7 buts lors des 14 premières journées de championnat. On l'annonce comme un renard des surfaces. Alors moi j'ai toujours peur parce qu'on nous dit c'est le Cavani belge. En tout cas, est-ce qu'il a à 28 ans ou 29 ans les capacités à pouvoir doper l'attaque nantaise? C'est toujours dur d'arriver comme ça en cours de saison. Vous avez connu des attaquants comme ça? Parce qu'il faut s'intégrer, il faut trouver des automatismes avec le reste du groupe, communiquer. Et puis, mais bon, je ne m'en fais pas avec Christian Gourcuff, ça va aller très vite. Mais oui, vous connaissez bien en plus Christian, vous disiez... Moi, je connais son travail, enfin, je me suis intéressé à son travail. Et c'est pour ça que j'aurais aimé partir avec lui, pour voir un peu sa méthode, qui est très riche. Mais je pense qu'avec lui, il n'y aura pas de problème, il va vite s'intégrer. Donc l'attaquant belge qui pourrait être qualifié dès la journée de championnat face à Saint-Etienne, on en reparlera. Il y aura évidemment beaucoup de changements parce qu'il y a le mercato hivernal qui ne fait que débuter. Hein. Ce sera encore 3 semaines de mercato. Vous qui avez connu également le mercato, c'est bien l'hiver comme ça de pouvoir changer, ou est-ce que vous pensez qu'il faudra l'enlever celui-là? Moi je pense qu'il faudrait l'enlever, mais bon après les retouches, c'est bien. Oui, les retouches, c'est bien, mais c'est toujours compliqué. Ça peut être un bien comme un mal. Dans un vestiaire, c'est compliqué? Oui, ramener un joueur de plus à ce moment-là. Si ça marche, ça peut amener... on va amener un plus, nous, évidemment, mais ça peut amener du désordre un peu dans le vestiaire. Évidemment que si ça ne va pas, si c'est une plus-value, évidemment, les joueurs ne sont pas bêtes. Ils voient quelqu'un arriver avec du talent, ils vont être contents. Et si le joueur ne fait pas le boulot, ça peut être encore pire. Donc, c'est toujours un peu ces moments-là, ça peut être très bien, comme ça peut être moins bien. Vraiment moins bien, effectivement. Des paris. Effectivement, il y en aura très exactement, très sûrement des ajustements encore de fait du côté du FC Nantes qu'on suivra dès ce début du mois de janvier. Alors on a vu, notamment sur des faits de jeu marquants, que l'arbitrage pouvait parfois être un petit peu délicat. Votre relation habituelle avec les arbitres quand vous étiez joueur, quand vous êtes entraîneur, elle est comment sur un banc de touche? Est-ce que vous êtes quelqu'un de sanguin quand même? C'est quoi votre relation? La relation, moi, si ça se passe bien, que vraiment il y a une je ne vais pas dire impartialité, parce que l'arbitre doit d'être impartial, mais il y a des moments, comme par exemple contre Pau,
des moments qui sont un peu agaçants, quoi. Et c'est vrai agaçant parce que vous avez la sensation que tout n'est pas sifflé de façon impartiale. On a l'impression qu'il y a une équipe qui joue dans l'esprit et qui fait ce qu'il faut et qui fait tout pour revenir. Une autre équipe qui a commencé les matchs et qui est un peu moins dans l'esprit, qui fait tout pour gagner du temps, qui fait tout pour... Et en plus, c'est nous qui sommes un peu lésés, quoi. Donc là, il y a des moments, vraiment, c'est... dur à vivre. C'est un peu énervant, quoi. Un peu énervant. Et bien nous, chaque semaine, justement, on donne un peu la parole aux arbitres. On a un de nos confrères, Sébastien Denis, de France Bleu Loire-Océan, qui a été arbitre en Ligue 1, justement, et qui nous fait le plaisir, bien chaque semaine, de nous donner quelques petits détails, quelques petits indices sur l'arbitrage. On voulait savoir, justement, cette semaine, eh bien, quelle technologie l'arbitre avait vraiment à disposition. Alors là, on va parler de la Ligue 1 et de la Ligue 2, hein, pour le principal. Des oreillettes, des écrans, on a voulu le savoir. Eh bien, la réponse, elle est tout de suite avec Sébastien Denis. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les arbitres disposent de nombreuses technologies à leur disposition et si on va dans la chronologie de ce qui leur a été apporté, on peut commencer par le drapeau à bip, hein, qui est un drapeau muni d'un signal sonore qui permet d'alerter l'arbitre central, qui est utilisé depuis une petite trentaine d'années je pense, et aussi très utilisé par tous les arbitres de la fédération et une bonne partie des arbitres régionaux. Ensuite est arrivé le système de micro-oreillettes qui permet de relier en direct l'ensemble des arbitres présents sur le terrain, à savoir les 4 officiels, l'arbitre central, les 2 assistants et le 4e arbitre, qui leur permet de communiquer en direct entre eux pour donner donc des informations sur le déroulé du match ou leur perception d'une action, qui est très très utile en termes de collaboration technique d'arbitrage. Et puis depuis 3 saisons désormais est apparu le VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage, que tout le monde connaît au jour d'aujourd'hui dans son application et ses modalités d'utilisation. Voilà, les précisions de Sébastien Denis. On a aimé rajouter aussi peut-être dans les mois et les années à venir, un peu comme ce qui se fait au rugby, on en a parlé déjà, mais un micro, hein, pour qu'on entende bien ce que l'arbitre dise aux joueurs, explique aux joueurs. Je trouve qu'au rugby, ça marche plutôt bien. Ça marche super bien. Ah, vous, en plus, qui arrivez d'une région où il y en a beaucoup du rugby. C'est toulousain apparemment, mais il y a même des oreillettes dans les tribunes pour que les gens entendent les explications. Ah, on distribue aussi des... Je crois, ouais. Ah, ouais, donc ça calme un peu tout le monde. Oui, au niveau des supporters, c'est pas mal. C'est bien. C'est pas mal. Et ça pourrait être adopté aussi dans une discipline comme le football. Voilà, on a évidemment été heureux d'entendre notre copain Sébastien Denis. On va s'intéresser après l'arbitrage, après le FC Nantes, eh bien l'autre club des Pays de la Loire en Ligue 1, Angesco. Quasi au complet, on en reparlera dans quelques instants avec l'infirmerie qui se vide du côté d'Angesco qui réalise encore une très très belle saison avec cette 8e place. On va reparler aussi des coachs puisqu'on a parlé de Christian Gourcuff à Nantes, on va parler de Stéphane Moulin du côté d'Angers. D'abord, je voudrais savoir si vous aviez justement des entraîneurs avec qui vous avez un feeling particulier, peut-être pas que vous connaissez, mais simplement sur le jeu, sur la façon de faire. Est-ce qu'un Moulin, par exemple, ça vous inspire ou pas ? Ah oui, bien sûr, mais moi, tous les entraîneurs m'inspirent. Je suis très, très curieux de ce que font les autres entraîneurs, bien évidemment, depuis toujours. Et puisque j'ai passé mes diplômes très tôt, donc je me suis toujours intéressé à l'entraînement. D'ailleurs, juste pour ça, c'est les diplômes d'entraîneur. Vous pouvez entraîner jusqu'à quel échelon, là ? Moi, j'ai le DES, donc maintenant, il faudrait que j'aille avec l'autre, mais pour pouvoir passer l'autre, déjà, pour déposer un dossier, et puis il est très, très cher. Ouais, celui-là, c'est pour entraîner en Ligue 1, voilà, on est bien d'accord. Si je prends la décision de me le payer et qu'on me le donne pas... c'est pas pareil. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce qu'il est très, très cher. Et en plus, il y a beaucoup de candidats aussi. Il y a des prérequis, il y a des... Voilà. Donc Stéphane Moulin, oui. Je suis allé le voir il n'y a pas longtemps à l'entraînement parce qu'on a amené des gamins en stage. D'accord, donc vous l'avez vu aussi, vous avez pu discuter, échanger ? Non, on n'a pas eu le temps de discuter, mais j'ai assisté à la séance. Déjà, la mise en place, c'est une animation offensive. C'était très bien et puis bon, c'est un très bon entraîneur. Il fait du très très bon travail avec Angers. Depuis quelques années maintenant, c'est vrai, puisqu'il est en place depuis 2011, c'est le plus ancien entraîneur dans toute l'Europe en termes de longévité. Voilà, 9 ans et bien sur le banc d'Angers. On va regarder le classement d'ailleurs qui est sorti chez nos confrères de France Football, me semble-t-il. Le classement en fait des entraîneurs, il y a des points qui ont été faits. Il est sur le podium d'ailleurs, puisqu'on voit que les sélectionneurs et les entraîneurs sont mélangés également.
Ça, c'est pour 2019, c'est à cheval, hein, les 2 saisons. Les 6 mois de la saison dernière et les 5 premiers mois de cette saison. C'est pas mal quand même d'être dans ce classement. Ils ont mélangé les sélectionneurs. Oui, il y a Didier Deschamps qui est numéro 2, il y a Zinedine Zidane au Real Madrid qui est numéro 8, et puis Stéphane Moulin qui est en 3, pas mal. Ouais, parce que c'est pas le même métier, sélectionneur et entraîneur. Non, c'est ça, on est bien d'accord. Après, voilà, le classement qui a été fait, on enlève Didier Deschamps, et puis Stéphane Moulin se retrouve 2e. Et voilà comment on s'arrange évidemment avec Olivier Pédémas pour récupérer une place au classement. On parlait tout à l'heure d'Angesco avec une infirmerie qui se désemplit. On va regarder qu'il y a du retour sur les terrains d'entraînement. On va penser notamment à Casimir Ninga à gauche, avec également Cissé du côté du milieu, de la photo du milieu, et puis Mathias Pereira-Lage, le milieu de terrain également offensif d'Angesco qui revient. Ça veut dire que Stéphane Moulin va avoir du choix dans son effectif pour cette deuxième partie de saison, et c'est tant mieux parce qu'on espère que les Nantais, que les Angevins vont rester dans cette première partie de tableau. On va regarder les matchs à venir justement pour Angers, pour Nantes. Ce sera donc ce week-end avec la réception de Nice. Pour Angers, ça aussi c'est un match charnière pour les joueurs du SCO parce que ça leur permet aussi de laisser des Niçois à 6 points au classement, alors que du côté de Nantes, déplacement à Saint-Etienne pour un classique. Ouais. C'était un classique. Ça l'est un peu moins, puisque maintenant, Nantes n'est en Ligue 1 depuis 5 ans. Mais voilà, ça reste encore un match... Vous aimez bien regarder quand même ? Oui. Ouais. Bon, donc ce sera 15h du côté du stade Geoffroy Guichard entre les Verts et les jaunes et verts pour cette rencontre de Ligue 1. Voilà, on a tout vu du côté de la Ligue 1. Je le mets de l'autre côté. Voilà, ça fait un peu de bruit quand même, mais on va passer à la Ligue 2. Vous restez toujours ici, Olivier. On va évidemment parler à la fois d'un club et d'une division que vous connaissez bien, la Ligue 2, avec le classement du Mans, justement 15e, les Manceaux à l'issue des matchs allés. On l'a dit, c'est tout simplement le meilleur classement du club à la 19e et à la première journée. Ils ont été 15e à l'issue de leur première défaite de la saison. Ils ont galéré, on va le dire, tout au long de cette première partie de saison, pour finir par une belle victoire, une 15e place. Est-ce que vous suivez toujours, non plus le MUC 72, mais le Mans FC ? Je le suis, bien évidemment. Vous habitez au Mans, on le rappelle. J'habite à 2 km du stade, donc... Voilà, donc vous le suivez quand même. J'entends les bruits. Les bruits du stade. Non, mais je le suis bien évidemment. C'est un club que j'adore. Donc évidemment que je suis les résultats. Après, c'est bien qu'ils aient fini un peu la première partie de cette façon, qu'ils soient remontés un peu au classement, et je suis persuadé qu'ils vont se maintenir. Ils vont se maintenir. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, vous ne fréquentez pas trop les réseaux sociaux ? Si, des fois. Un petit peu ? Oui. Si, vous allez sur Twitter, vous allez sur... Twitter, non. Non. Mais Facebook, voilà, d'accord. Sur certains, justement, réseaux sociaux, on se permet de mettre des petits tweets. Alors, c'est à la fois, ça peut être humoristique, ça peut être un petit tag, ça peut être un truc sympa. Voilà, on en a pris un comme ça pour parler du Mans FC, où, effectivement, les supporters manceaux ont essayé de faire une petite statistique. Voilà. Seuls 2 champions du monde ont marqué un but contre le Mans FC, donc la nouvelle appellation du club. Guy Varche avec Guingamp, et puis Kylian Mbappé, évidemment, avec le PSG en décembre dernier. Guy Varche, c'était moi dans les buts, je crois. Non. Il a osé ? Il a osé. Il a osé, le champion du monde, Stéphane Guy Varche, qui est toujours du côté de la Bretagne et qu'on salue au passage. On parlait du mercato en Ligue 1. Il existe aussi en Ligue 2. Il y a un garçon qui avait fait le bonheur du Mans l'année dernière, notamment en National. C'était Rémi Boissier, qui a commencé les matchs quasiment tout au long de ce début de saison et qui va retourner en prêt à Rodez, on le voit, du côté de chez vous, justement. Pas très loin, on va dire, en tout cas. Rémi Boissier qui sera prêté sans option d'achat du côté de Rodez. Concurrent direct, quand même, pour le Mans. Pour le Mans, ouais. Bizarre, quand même, qu'on fasse ce genre de choses, non ? C'est après, bizarre. Le joueur, je pense, a demandé à... Il jouait pas au Mans, donc à un moment donné, on ne peut pas non plus... Il a demandé à partir. Voilà, s'il ne joue pas au Mans, c'est qu'ils estiment peut-être qu'il ne va pas leur faire du mal. On espère. On espère, mais après, c'est aux joueurs à montrer que... Voilà. Il peut faire du mal. Et on le salue également, Rémi Boissier, qui était sur ce plateau du SB Foot l'an passé et qui est vraiment un joueur très attachant. On regarde le match à venir pour les Manceaux, ça va nous rajeunir aussi, puisque ce sera la réception d'Auxerre, qui a été un des grands clubs de Ligue 1 pendant plusieurs décennies. Et bien voilà, le Mans-Auxerre, ce sera vendredi au MM Arena à 20h évidemment. Et encore un match charnière pour les Manceaux parce que c'est le même nombre de points au classement. C'est des matchs importants à gagner contre des concurrents directs au maintien. Et voilà, on espère évidemment que les Manceaux vont
pour une fois, bien passer cette barre symbolique des 15e places et puis accéder à une place encore plus importante et surtout se maintenir puisque c'est le maintien qui est le plus important pour les Sartois. Allez, on va passer au national maintenant avec le classement de ce championnat national où figurent 2 clubs de chez nous, Cholet et Laval, avec donc 2 formations, l'une dans la première partie de tableau, hein, c'est Laval, 6e, et puis Cholet, 11e, qui a vécu, eh bien, on le verra tout à l'heure, une intersaison ou surtout un moment de Noël et de Nouvel An assez particulier. Mais on va commencer par le stade lavallois. 2020 l'ambition, voilà, le jeu de mots. Bah, je vais pas donner qui a fait ce mauvais jeu de mots, mais bon, on va en parler en tout cas de l'ambition lavalloise dans cette nouvelle année. Avec une recrue déjà, on va pouvoir le voir également dans ce mercato lavallois. C'est Johan Brun, l'attaquant, qui a signé pour 2 saisons du côté du stade lavallois pour venir un petit peu grossir l'effectif des Mayennais, entraîné donc par Olivier Frappoli, qui eh bien, va espérer évidemment amener son équipe vers les sommets et surtout vers la Ligue 2 parce que les Lavallois, vous le savez, bien, ont perdu leur statut professionnel mais vont devoir quand même, pour l'image du club et l'image de la ville, revenir à un niveau qui était le leur pendant plusieurs années. Laval ? Je suis supporter de Laval, puisque Olivier Frappoli était avec moi au centre de formation à Toulouse. Exactement, il était également là-bas et vous l'avez connu donc... Ben là-bas. Ouais, pendant plusieurs années Pendant plusieurs années, mais pendant 5 ans, on était au centre de formation tous les deux. D'accord. À Toulouse. Et vous avez gardé contact pour... Je l'ai appelé il n'y a pas longtemps pour avoir quelques renseignements sur ces équipes de nationales. D'accord. Mais évidemment, il m'a répondu avec grande gentillesse. Bah oui, puisque vous aviez Pau, on le rappelle, en ligne de mire, et Concarneau également au tour précédent. Alors, on a notre confrère Gilles Damingui de France Bleu Mayenne, qui lui suit les Mayennais quasiment au quotidien. Alors, il est allé voir justement Olivier Frappoli parce qu'il voulait savoir, il n'y avait pas trop de bruit, d'ambition au départ, parce que c'est vrai qu'avec la perte du statut professionnel, on s'est dit on va repartir sur un nouveau chapitre. Alors, est-ce que les ambitions ont changé ? Est-ce qu'on s'est un peu livré du côté du Stade Lavallois ? La réponse avec Gilles Damingui. Une nouvelle année et peut-être de nouvelles ambitions pour le Stade Lavallois. On perçoit, c'est vrai, un changement de discours dans la bouche des dirigeants et de l'entraîneur. Le club voulait certainement attendre de savoir où serait située l'équipe à mi-championnat avant d'annoncer quoi que ce soit. Eh bien, à mi-saison, les Tangos sont à 6 points de la 2e place. Tout est donc jouable pour remonter en Ligue 2. Mais Olivier Frappoli l'a dit, il faudra sûrement prendre un peu plus de points sur la phase retour, plutôt une 30aine contre 27 sur la première partie de championnat. Et selon l'entraîneur lavallois, il y a des caps symboliques à franchir, le palier des 30 points pour commencer, puis celui des 40 points qui assure le maintien. Et après, selon le nombre de matchs qu'il restera à disputer, l'équipe pourra savoir ce qu'elle peut jouer sur la fin de saison, a expliqué Olivier Frappoli. Les prochains matchs du Stade Lavallois vont certainement donner le ton de cette 2e partie de championnat. Et on suivra Laval évidemment avec beaucoup d'importance, comme on va suivre les résultats de la 2e partie de saison du SO Cholet. La preuve par 3. Ah oui, 3 comme le nombre de staff changé depuis 6 mois à Cholet. Alors, ça vous concerne parce qu'on va parler du métier d'entraîneur. Ça fait partie aussi de la vie d'entraîneur, mais on a vraiment la sensation que quand ça ne va pas, de toute façon, c'est plus facile de virer un entraîneur que de virer 15 joueurs. Oui, c'est vrai que c'est dommage de toujours taper sur l'entraîneur et de ne pas leur laisser le temps. Après, si le président fait ses choix, il fait ce qu'il veut. C'est lui le maître à bord, patron du club. Mais bon, c'est toujours difficile de voir des confrères comme ça un peu débarquer en cours de saison. Voilà, après, ça fait partie de votre vie du métier. Ça fait partie du job. Ça peut arriver à tout le monde. Et puis, il faut faire avec. Hein, c'est comme ça. Après, est-ce qu'il laisse le temps Le problème, c'est est-ce qu'on laisse le temps aux entraîneurs de tout faire, d'essayer de trouver toutes les solutions. Maintenant, il faut avoir des résultats tout de suite. Hein. Voilà, c'est ça. Si on n'a pas de résultats tout de suite... Un match perdu, 2, 3, et déjà c'est la crise. C'est comme ça. C'est compliqué, effectivement. Alors du coup, Erol Malkoç, le coach belgo-turc qui était arrivé au mois de septembre du côté de Cholet, après le 4-0 perdu, la défaite 4-0 à domicile face à Dunkerque, est reparti directement du côté de la Belgique. Et c'est donc un tandem assez inédit. C'est Stéphane Rossi de Bastia qui a débarqué du côté de Cholet, accompagné d'un garçon qu'on connaît bien puisqu'il a longtemps porté le maillot d'Angers notamment, Steve Savidan.
Florent, qui va être l'adjoint de Stéphane Rossi. Il va être à la fois l'adjoint et le coach de l'équipe réserve Scholtez. Donc voilà, on essaye un troisième attelage du côté du président Benjamin Herizoglou, en espérant que la deuxième partie de saison apporte toutes les satisfactions possibles à cette équipe de Cholet. On va voir simplement le calendrier de Laval et de Cholet pour cette fin de semaine et cette reprise dans le championnat. Ce sera donc un déplacement compliqué à Villefranche-Beaujolais du côté pour Cholet, et puis la réception de Boulogne, Boulogne-sur-Mer pour Laval, un match aussi où il va falloir être costaud du côté des Mayennais. Pour vous, pour en terminer avec Sablé-sur-Sarthe, le prochain match ne sera pas le week-end, pas de match de championnat. Match amical vendredi. Match amical et après le championnat on va à l'extérieur à Pouzauges. D'accord, et ça sera le week-end du 18-19 janvier. C'est ça. C'est ça, du côté de Pouzauges. Et on va repartir tambour battant côté. C'est ça. Sablé-sur-Sarthe. Allez, la dernière fois que je vous ennuie avec ça. C'est parti, on passe au quiz. Le quiz de Brulaise pour Olivier Pélémas qui nous fait le plaisir d'être parmi nous cet après-midi sur le plateau du USB Foot. On va poser une question. D'abord, on va vous demander de choisir un placard et dans ce placard de choisir un maillot. Ça va, c'est pas trop compliqué? Non, ça va aller. Ça va aller? Ne t'inquiétez pas. Bon. Ouais, je vais prendre celui qui est ouvert. Voilà. Eh ben, on va regarder ce qu'il y a. Le maillot, il est plus. Il n'y a plus de maillot. Je vais prendre celui-là. Il n'y a plus de maillot. Alors, celui qui est ouvert, c'est celui-là. Le rouge, ça porte chance. Ah ben, c'est celui du Mans. Voilà. On dirait que c'est fait vraiment par hasard. Franchement. Allez, vous pouvez vous rasseoir, garder le maillot et surtout écouter attentivement la question qui va suivre parce qu'il faut être précis. On est précis sur SB Foot. Donc, la question, la voici. Quel a été le nom de l'attaquant meilleur marqueur de 2e division en 1998? Réponse A, puisque c'est un quiz quand même, donc on vous donne des possibilités. Réponse A, est-ce que c'était Patrick Van Ketz, le meilleur buteur de 98 en D2, avec 20 réalisations d'ailleurs? Est-ce que c'était réponse B, Didier Drogba, qui a longtemps marqué le club du MUC 72? Est-ce que réponse C, c'était Réginald Deray? Réfléchissez bien, il y en a un derrière la caméra, il est en train de vous faire des signes là, non, c'est pas lui. Voilà, on essaie de vous aider, mais moi je pense que vous avez la réponse. Oui, bien sûr. Alors la réponse? C'était Patrick Van Ketz. C'était Patrick Van Ketz? Je suis presque sûr, non? C'était le piège justement parce que Didier Drogba arrivait simplement. C'est le meilleur buteur du club, Patrick Van Ketz. Sauf qu'en 98, avec 20 buts, c'était Réginald Deray qui avait marqué 20 réalisations du côté du MUC 72. Il y avait un piège, évidemment. Je suis vraiment pas sympa avec les invités. Pardon, Réginald. Voilà, pardon, Réginald. Vous pouvez laisser le maillot et venir me rejoindre justement, puisqu'on va terminer l'émission à nouveau ensemble ici sur USB Foot avec notre coup de cœur. Attention à pas tomber. Et le coup de cœur, Olivier, il va être pour un Angevin, ou du moins un ancien Angevin, on va le reconnaître évidemment, c'est Karl Toko Ekambi, l'attaquant de Villarreal, qui a été très bon depuis qu'il est en Espagne, mais il joue un petit peu moins de temps en temps, et puis des équipes comme Lyon ont besoin de se renforcer au mercato, on reparle d'un retour en France, alors on va dire allez, peu importe le club, nous, comme on connaît un petit peu l'homme, et le joueur surtout, on a envie qu'il revienne en France, parce qu'on a envie de le revoir marquer des buts dans notre Ligue 1. Voilà, un grand merci à vous Olivier. Avec plaisir, merci Une pour très très bonne deuxième partie de saison pour Sablé-sur-Sarthe. Merci. Une montée, on l'espère, à la fin de saison pour vous. Papillet notamment qui nous regarde, il n'est pas d'accord. Du côté de Châteaubriand, mais en tout cas, très belle saison. Et puis on a été enchantés de vous avoir sur ce plateau du SB Foot. Merci pour l'invitation. À bientôt. Et quant à nous, on se retrouve jeudi prochain. Bye bye. Au revoir.